Nous allons écouter un exposé de Sébastien Miravet, qui est docteur en philosophie. Il est licencié en mathématiques en sciences cognitives, chargé de cours à l'université de Toulouse de Mirail, donc quelqu'un du coin, du terroir, professeur des écoles, membre de la Société des Amis de Bergson et cofondateur de la revue transdisciplinaire Gruppen. Et nous allons écouter Sébastien, qui va nous parler de Bergson-Jankélévitch en opposition sur le concept du temps. Encore le temps. Et là, nous aurons le temps. Je vous remercie. Je vais commencer par remercier l'organisation de ce colloque, Laura Bazzani qui m'a invité ici, et Mme Joëlle Jancel, voilà, que j'ai rencontrée. C'était 3 journées très formidables. Voilà. Ça a été l'occasion pour moi en plus de découvrir la pensée de Lévinas, que je ne connaissais absolument pas, et c'était quelque chose de très intéressant. Donc je vais commencer dès à présent. Dès son premier ouvrage, Bergson propose une interprétation du plus célèbre des paradoxes de Zénon d'Élée, Achille et la tortue. Or, dans un article paru en 1928, qu'il reproduira 3 ans plus tard dans son livre sur Bergson, Jankélévitch présente une interprétation de l'analyse bergsonienne de ce paradoxe. Aussi, on peut s'interroger sur la validité de son interprétation. Jankélévitch, pardon. Il est là-haut, il nous entend, donc il faut dire Jankélévitch comme il le souhaitait. Vous avez raison. Oh, c'est pas moi, c'est lui. Jankélévitch a-t-il bien compris la façon dont Bergson pense ce paradoxe? Cette question peut sembler marginale au premier abord. Pourtant, y répondre conduit vers une double surprise. Premièrement, la durée bergsonienne dispose d'une dimension numérique. Elle ne se réduit pas à une multiplicité hétérogène ou qualitative, dépourvue de dimension numérique, comme nous l'ont enseigné Jankélévitch et Deleuze. La durée bergsonienne peut littéralement contenir plus ou moins d'éléments, et même posséder des grandeurs de temps et d'espace plus grandes que d'autres. Deuxièmement, et c'est la deuxième surprise, l'oubli par Jankélévitch de cette dimension numérique de la durée bergsonienne dissimule cette opposition profonde de Bergson à la manière dont Jankélévitch pense le temps. En effet, dès le départ, Bergson cherche à concilier le temps et le nombre. Par conséquent, il affronte autant la numérisation mathématique du temps réel que sa dénumérisation complète. Certes, le temps chez Jankélévitch ressemble en apparence à la durée bergsonienne. Il se compose de moments qui se pénètrent continuellement les uns les autres et qui créent ainsi, à chaque instant, une totalité organique nouvelle, distincte d'un simple assemblage ou d'une simple combinaison de possibles. Il n'en demeure pas moins qu'il manque en un tel temps sa dimension numérique, c'est-à-dire sa capacité à synthétiser, à la lettre, un plus ou moins grand nombre de grandeurs de temps et d'espace. La durée nombre de Bergson s'oppose à la durée sans nombre de Jankélévitch. Toutefois, une telle remarque n'a de sens que si on est parvenu à prouver au préalable l'existence d'une dimension numérique au sein de la durée bergsonienne. Cet exposé comportera donc 2 parties. Tout d'abord, on s'attachera à l'analyse bergsonienne du paradoxe d'Achille et la tortue et aux limites de l'interprétation qu'en donne Jankélévitch. La confrontation entre le texte de Bergson et celui de Jankélévitch reste sans doute aujourd'hui la meilleure occasion pour l'historien de dévoiler simultanément la dimension numérique de la durée bergsonienne et son occultation par Jankélévitch. Nous serons alors en mesure d'établir ensuite que cette dimension numérique ne fonde pas une simple différence entre les concepts de temps de Bergson et Jankélévitch, mais une authentique opposition. Dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, Bergson aborde le paradoxe d'Achille et la tortue.
Achille court après une tortue. Même s'il est manifestement plus rapide, il ne la rattrape jamais selon Zénon. Par conséquent, la notion de mouvement est une notion contradictoire, puisqu'il est possible que le plus rapide perde contre le plus lent. Aussi, il faut rejeter cette impression que nous avons que les objets se meuvent, et considérer que tout mouvement est une simple apparence, une illusion de nos sens. Mais pourquoi Achille ne rejoint-il pas la tortue ? Pour Jankélévitch, Bergson considère qu'Achille ne parvient pas à rattraper la tortue, car il a une infinité de pas à effectuer. Achille doit d'abord parcourir la distance qui le sépare de la tortue. Pendant ce temps, elle a le temps de franchir un nouvel intervalle. Il doit alors traverser ce nouvel intervalle pendant qu'elle aura le temps d'en réaliser un nouveau, et ainsi de suite. Il est vrai que les pas d'Achille sont de plus en plus petits au fur et à mesure de la course. Toutefois, si leur longueur tend vers 0, elle ne vaut jamais 0. C'est pourquoi le nombre de pas est sans fin. Achille n'atteint donc jamais la tortue. Il est alors remarquable que Jankélévitch rapproche la solution de Bergson à ce paradoxe et celle d'Aristote. En effet, Jankélévitch écrit « D'autre part, objecte Aristote, aux Éléates », les Éléates c'est l'école de Zénon, l'école d'où vient Zénon. D'autre part, objecte Aristote aux Éléates, ces instants que vous obtenez par une division infinie du temps n'existent dans le temps qu'en puissance et non point en acte. Bergson n'y verra-t-il pas, comme il le dit, des arrêts virtuels ? C'est un acte artificiel et accidentel de la représentation qui nous permet d'actualiser ces arrêts possibles. Fin de citation. Autrement dit, selon Jankélévitch, Aristote reproche à Zénon de diviser le temps réel en un nombre infini d'instants tout aussi réels, chaque instant correspondant à un pas d'Achille. Certes, on peut diviser le temps réel en un nombre infini d'instants, mais à condition de ne pas perdre de vue que tous ces instants ne sont que des fictions. Du point de vue de Jankélévitch, la seule différence entre la position d'Aristote et celle de Bergson est la suivante. Pour Bergson, la décomposition du temps réel en un nombre infini d'instants réels n'est pas seulement une simple erreur de raisonnement, mais le produit de notre activité vitale. Nous décomposons le temps moins par erreur, comme le soutient Aristote, que parce que nous avons besoin de décomposer les objets de notre environnement pour nous y adapter. En d'autres termes, Bergson ajoute à la solution d'Aristote sa vision vitaliste de l'intelligence. Bergson ne se contente pas de dénoncer l'erreur de l'intelligence comme Aristote le fait, Bergson explique cette erreur en dévoilant son origine vitale. Telle est du moins l'interprétation de Jankélévitch de l'analyse bergsonienne du paradoxe de l'Achille. On comprend de cette façon qu'Achille n'a plus de raison particulière de ne pas rejoindre la tortue. Dans le paradoxe de Zénon, selon Jankélévitch, Achille ne rattrape pas la tortue car il a une infinité de moments par lesquels il doit passer. Il suffit donc de supprimer cette infinité, de faire de cette infinité une infinité en puissance, une infinité artificielle pour supprimer la pourrie. Cependant, une question demeure. Si Achille ne réalise pas une infinité de pas pour rejoindre la tortue, comment la rejoint-il ? Or, la réponse de Bergson selon Jankélévitch à cette interrogation légitime mérite d'être soulignée. Le mouvement et l'action redeviennent pour le philosophe ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être, là c'est Jankélévitch qui parle, le mouvement et l'action redeviennent pour le philosophe ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être pour tout le monde, le plus clair et le plus simple des faits. On ne sait que répondre, et là il cite Joseph de Maistre, on ne sait que répondre mais on marche, dit Joseph de Maistre. En d'autres termes pour Jankélévitch, Bergson ignore délibérément la manière dont Achille rattrape la tortue. Le simple fait, la simple constatation suffisent à Bergson. La citation de Joseph de Maistre est sur ce point emblématique de l'interprétation de Jankélévitch de l'analyse bergsonienne du paradoxe de l'Achille. La formule de Joseph de Maistre « on ne sait que répondre mais on marche » signifie ici « on ne sait que répondre mais Achille rejoint la tortue ». Achille dépasse la tortue même si cela reste théoriquement impossible du point de vue intellectuel. C'est l'acte même de rejoindre la tortue qui démontre sa propre possibilité et qui invalide le raisonnement. Le fait triomphe, pour ainsi dire, du raisonnement.
Et il faut noter que ce fait n'est pas n'importe quel fait, c'est un fait par essence irréductible à toute modélisation de celui-ci par l'intelligence. Toute modélisation intellectuelle de la victoire d'Achille, de son mouvement, aboutit à nier cette victoire. La victoire observée d'Achille se situe donc au-delà de toute saisie intellectuelle. Elle est donc, dans la terminologie de la philosophie de Jankélévitch, un ineffable ou encore un je ne sais quoi. Il ne faudrait pas pour autant croire que le mouvement d'Achille aux yeux de Bergson, selon Jankélévitch, demeure inaccessible. Il demeure à la portée de ce que Jankélévitch nomme dans son article de 1928 sur Bergson l'intellection, par opposition à l'intelligence. Cette capacité consiste à faire l'expérience du mouvement tel qu'il est, en deçà des médiations intellectuelles qui le recouvrent. L'intellection est un acte d'intuition dans le sens où sujet et objet de la connaissance coïncident et ne sont plus disjoints par une quelconque médiation. L'intellection est par conséquent un acte de connaissance immédiat, puisque plus rien ne médiatise la relation sujet-objet. Il importe de noter toutefois que cet acte de connaissance n'est pas immédiat dans le temps, qu'il réclame un authentique effort de pensée, parce qu'il requiert d'écarter nos habitudes intellectuelles qui tentent à chaque instant de la réflexion de décomposer, fixer, simultanéiser les éléments de notre expérience. On retrouve par conséquent dans la manière dont Jankélévitch interprète le paradoxe d'Achille et la tortue les fondements de la méthode philosophique qu'il croit emprunter à Bergson. En effet, on trouve d'une part le mode de connaissance qui caractérise la philosophie de Jankélévitch, l'intellection, et d'autre part le type d'objet de connaissance qui justifie l'usage d'un tel mode, le je ne sais quoi. De plus, la différence entre le je ne sais quoi et le je sais quoi, comme il écrit dans le je ne sais quoi et le presque rien, recoupe, selon lui, la distinction bergsonienne entre la durée et l'espace. Aussi, on saisit pour quelle raison Jankélévitch a l'impression profonde et sincère d'emprunter cette méthode fondée sur une pensée du temps à Bergson. On se rend même compte que son article sur le bergsonisme est l'occasion pour lui de façonner, de s'approprier cette méthode. Pour ainsi dire, il est l'acte de naissance de la méthode philosophique de Jankélévitch. Pourtant, nous allons le voir à présent, cette méthode et surtout le concept de temps sur lequel elle se fonde sont moins ceux de Bergson que ceux de Jankélévitch lui-même. Comment Achille rattrape-t-il la tortue ? En effet, il est remarquable que dans son article de 1928, qu'il reproduira à l'identique sur ce point dans son livre sur Bergson, Jankélévitch laisse de côté la solution de Bergson au problème qui consiste à se questionner sur la façon dont Achille rattrape la tortue. Contrairement à ce qu'affirme Jankélévitch, Bergson ne résout nullement cette interrogation légitime en déclarant « on ne sait que répondre, mais Achille au triomphe de la tortue ». Pour le montrer, il suffit simplement de citer le texte de Bergson, extrait de l'essai sur les données immédiates de la conscience. Et le voici. Pourquoi Achille dépasse-t-il la tortue ? Bergson parle. Parce que chacun des pas d'Achille et chacun des pas de la tortue sont des indivisibles en tant que mouvement et des grandeurs différentes en tant qu'espace. De sorte que l'addition ne tardera pas à donner pour l'espace parcouru par Achille une longueur supérieure à la somme de l'espace parcouru par la tortue et de l'avance qu'elle avait sur lui. Il est évident qu'un tel texte pose une difficulté interprétative majeure à une interprétation qui, comme celle de Jankélévitch, délaisse la dimension numérique de la durée bergsonienne. Bergson parle bel et bien ici d'une addition de grandeur d'espace qui finit par en dépasser une autre. Achille rejoint la tortue car la somme de la longueur de ses pas est plus grande que la somme de la longueur des pas de la tortue. Cependant, un tel texte de Bergson nous laisse perplexes. Bergson n'écrit-il pas à de nombreux endroits de son œuvre que la durée n'est pas un nombre et qu'elle est étrangère à toute idée d'addition, de somme, de grandeur? On comprend que ce texte ait mis dans l'embarras les commentateurs qui se sont penchés sur lui et qu'il était à chaque fois purement et simplement occulté. À titre d'exemple, François Hadzik, dans Henri Bergson et la notion d'espace, reproduit l'interprétation de Jankélévitch et ne dit rien de ce texte. Dans Bergson et le calcul infinitésimal de Jean Millet, qui accorde pourtant une importance considérable à l'analyse bergsonienne des paradoxes de Zénon et à son contexte historique et mathématique, ne mentionne pas ce texte et reprend fidèlement l'interprétation de Jankélévitch. Et même si Deleuze n'adopte pas l'interprétation de Jankélévitch, comme nous le verrons plus loin,
il prend soin de ne pas citer ce texte et laisse dans l'ombre la question de savoir de quelle manière Achille rattrape la tortue. On ne pourrait donc reprocher à Jankélévitch d'avoir occulté ce qui se présente historiquement comme une difficulté interprétative majeure de la philosophie bergsonienne. Comment Achille peut-il triompher de la tortue en réalisant une addition de longueur de pas plus importante que celle de la tortue, si toute idée d'addition de longueur plus grande que d'autres réintroduise l'espace dans la durée? Il faut donc qu'il existe chez Bergson une durée nombre distincte d'un nombre spatial. En 1957, François Hadzik a été le premier à aborder directement ce problème. S'appuyant sur le début de l'essai sur les données immédiates de la conscience, dans lequel Bergson écrit que l'intensité d'une sensation augmente avec, je cite, le plus ou moins grand nombre d'états simples qui pénètrent l'émotion fondamentale, fin de citation, François Hadzik a renoncé à faire de la notion de nombre une notion exclusivement spatiale chez Bergson. Mais il n'a pas précisé ce que serait un nombre non spatial. Et surtout, il n'a pas dégagé une conception de l'espace qui rendrait possible chez Bergson un tel nombre. En résumé, François Hadzik aperçut le premier la nécessité de concilier durée et nombre chez Bergson, mais il n'est pas parvenu à réaliser un tel projet. En 1966, dans son ouvrage sur Bergson, Deleuze attribue à la durée de la matière physique une dimension numérique. Il oppose à la durée sans nombre de l'esprit la durée quantité de la matière. Toutefois, il n'explique pas dans quelle mesure le concept de quantité appliqué à la durée de la matière ne réintroduit pas l'espace. Il ne concilie donc pas plus que Hadzik la durée bergsonienne et le nombre. Il a fallu attendre 2010 pour qu'un tel projet refasse surface dans le travail de David Lapoujade. Pour David Lapoujade, l'espace devient ce qui permet aux éléments d'une multiplicité d'apparaître à la conscience au sein de cette multiplicité. L'idée claire de nombre, c'est l'idée de la possibilité de voir dans cette unité les divisions possibles qu'on peut y pratiquer. Aussi, l'espace n'intervient pas lorsque les éléments d'une multiplicité ne se présentent pas à la conscience, semblable aux triards de vibrations de lumière que nous ne percevons pas dans la sensation de rouge. Il peut donc exister un nombre obscur par opposition à un nombre clair qui échappe à la médiation de l'espace. Seule l'impression d'ensemble qu'ils forment par leur réunion se donne à elle. Oui, excusez-moi. Toutefois, chez Bergson, une multiplicité peut présenter ces éléments à la conscience sans pour autant se réfracter dans l'espace, comme le propose David Lapoujade. Il suffit simplement de songer à une mélodie. Dans une mélodie, les éléments se voient, c'est-à-dire apparaissent à la conscience au sein de l'unité mélodique qu'ils constituent. Les éléments ne fusionnent pas systématiquement dans la durée bergsonienne, au point de se dissoudre dans toutes les impressions globales qu'ils produisent par leur mélange. Le cas d'Achille et la tortue en est aussi une preuve supplémentaire. On imagine mal que des grandeurs d'espace qui s'ajoutent ressemblent à des unités qui se mélangent confusément, à l'instar des éléments d'une sensation. C'est pourquoi il importe de suivre à nouveau la piste d'une durée nombre, judicieusement ouverte par François Hadzik et réouverte par David Lapoujade. Concilier donc durée nombre chez Bergson. Chez Bergson, l'espace intervient-il dans toute idée de nombre? Souvenons-nous que pour Bergson, l'espace est une condition nécessaire de distinction lorsque les éléments à distinguer sont parfaitement homogènes. Et je souligne le parfaitement. Autrement dit, si les éléments ne sont pas absolument identiques, l'espace n'est pas indispensable pour les distinguer. Leur apparence qualitative suffit. Par conséquent, si les unités d'un nombre ne sont pas entièrement homogènes, il n'y a aucune raison de les isoler dans l'espace. Tout repose donc sur la possibilité de disposer d'unités semblables, mais qui ne soient pas totalement semblables. Or, trouver de telles unités demeure impossible lorsqu'on recourt au langage commun. En effet, imaginons comme Bergson, un troupeau de moutons. Cette multiplicité d'éléments appartient donc à l'extension de l'idée générale de mouton. En ce sens, on ne retient de chaque élément que ce qu'il partage en commun avec les autres
à savoir le fait d'être un mouton. Aussi, du point de vue du langage commun, tous les moutons sont rigoureusement identiques. Pourtant, ils diffèrent par leur taille, leur poids, etc. Si je recours alors à de nouvelles idées générales dans le but d'être plus précis, je parviens au mieux à expliquer que chaque mouton est lourd, grand, petit, amorphe, vif, etc. Or, chacune de ces déterminations est, au même titre que l'idée générale de mouton, la mise en relief d'un trait commun qu'un mouton partage ou pourrait partager avec d'autres moutons. C'est pourquoi je peux multiplier les idées générales et décrire de plus en plus précisément un mouton. Je ne parviendrai jamais à exprimer ce que ce mouton a de singulier. J'en resterai au particulier. En définitive, le langage commun échoue à décrire ce qui caractérise tel ou tel mouton, ce qui fait que tel mouton recèle en lui-même quelque chose d'irréductible à tout autre mouton, ce qui fait que tel mouton n'est aucun autre mouton. En résumé, le langage commun échoue à décrire des singularités. C'est pourquoi il ne peut décrire que du semblable ou du semblable au sein du semblable. Il n'atteint jamais du non totalement semblable. Aussi, lorsqu'on a épuisé la liste des idées générales pour décrire un ensemble, il ne reste plus que l'espace pour réussir à distinguer les éléments que la dernière idée générale réunit mais ne distingue pas. La position dans l'espace reste toujours le marqueur indispensable pour distinguer deux éléments lorsque les idées générales ne suffisent plus. Toute description à l'aide d'idées générales s'achève toujours par la division et la séparation dans l'espace des éléments qu'elle décrit. La différence dans l'espace est donc le corrélat indispensable de l'idée générale, c'est-à-dire de la ressemblance pure. C'est pourquoi il s'avère indispensable chez Bergson de se défaire des idées générales pour penser la ressemblance et la différence. Comme il écrit lui-même, le verbe distinguer doit posséder un double sens. On comprend pour quelles raisons d'ordre logique Bergson puise dans l'expérience vécue et qualitative le modèle d'une nouvelle pensée de la différence et de la ressemblance, d'une nouvelle approche de la distinction. Une fois libéré des ressemblances pures et des différences de position dans l'espace, l'expérience sensible nous livre des différences et des ressemblances qualitatives. Or, la ressemblance qualitative n'élimine pas les singularités de chaque qualité. Elle n'homogénéise pas complètement les qualités qui se ressemblent. Par conséquent, en se fondant sur une approche qualitative de la distinction, on peut échapper à la médiation spatiale. Comme l'écrit Bergson dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, bref, il faudrait admettre deux espèces de multiplicité, deux sens possibles du mot distinguer, deux conceptions, l'une qualitative et l'autre quantitative, de la différence entre le même et l'autre. Par exemple, si on pense les unités d'un nombre par analogie avec les nuances d'une même couleur, alors on dispense d'un nombre dont les unités ne se ressemblent pas parfaitement. C'est le propre de la nuance d'une même couleur. Nous avons divers bleus et chaque bleu est bleu, donc ils partagent une ressemblance avec les autres bleus, mais en même temps chaque bleu est singulier. Il s'avère donc inutile de les penser spatialement pour les distinguer. Il suffit donc de ne pas ôter à une grandeur d'espace ou de temps son apparence qualitative qui la singularise et qui ne la rend pas en apparence complètement identique à une autre. De cette façon, des grandeurs d'espace ou de temps peuvent s'ajouter dans la durée, en dehors de toute médiation spatiale. On comprend dès lors que Bergson puisse répondre simplement à Zénon, Achille réalise des pas plus grands que la tortue. Cette réponse semble évidente dans un premier temps, néanmoins elle requiert toute cette réflexion sur le concept de distinction pour pouvoir être formulée sans contradiction. Il est vrai que sans cette réflexion, la somme des pas d'Achille demeure toujours plus grande que celle de la tortue. Toutefois, il faut observer qu'on peut dès lors diviser sans fin les pas d'Achille, ou décomposer la course d'Achille en pas de tortue. En effet, qu'est-ce qui peut empêcher Zénon de diviser comme bon lui semble une grandeur parfaitement homogène, puisqu'elle est déjà divisée par définition? On comprend que la façon dont on divise un ensemble modifie qualitativement l'apparence de cet ensemble. Les musiciens savent bien que deux durées égales, au contenu identique, n'ont pas le même effet qualitatif si leur tempo diffère. Mais on ne comprend pas qu'un ensemble défini à l'aide d'idées générales ou de coordonnées spatiales ne puisse pas se diviser.
Seule la définition qualitative de cet ensemble empêcherait Zénon de le diviser, selon une loi quelconque, pour reprendre l'expression de Bergson. Deleuze a tout à fait saisi ce point dans son célèbre livre sur Bergson. Il lui a seulement manqué de remarquer qu'à l'aide d'une telle conception de la distinction, le nombre devient à nouveau possible dans la durée bergsonienne. Cela suffit cependant à distinguer l'interprétation de Deleuze de celle de Jankélévitch. Pour Deleuze, le paradoxe d'Achille chez Bergson repose au moins sur l'impossibilité de réaliser une suite infinie de pas, que sur l'impossibilité dans laquelle se trouve Achille de pouvoir rejoindre la tortue, car il se trouve contraint de faire les mêmes pas que ceux de la tortue avec un tour de retard. Ouais. En vérité, Jankélévitch, à la suite d'Aristote et de Charles Renouvier, confond le paradoxe de l'Achille et celui de la dichotomie. Le problème n'est pas ici celui de la divisibilité à l'infini, comme dans le cas de la dichotomie, mais de la divisibilité selon une loi quelconque, comme l'écrit Bergson. Achille rattrape donc la tortue, car sa course ne peut pas se diviser comme celle de la tortue. Elle possède sa propre respiration, ses propres pas, ses propres subdivisions, ou pour parler comme Bergson, ses propres articulations. Au final, Bergson donne raison à Zénon lorsqu'il transforme la course d'Achille en course de tortue avec un tour de retard. Rien n'interdit à Zénon, dans la définition du mouvement ou de la grandeur, de procéder ainsi. Zénon peut donc égaler des situations dans lesquelles Achille rejoint la tortue et des situations dans lesquelles il ne peut pas, ce qui suffit à introduire la contradiction dans le concept même de mouvement. Seul le concept de durée-nombre permet de diviser la course d'Achille en grandeur d'espace qui s'ajoute, sans avoir à introduire la possibilité de diviser cette course spatialement, comme bon nous semble. J'en viens donc à ma deuxième partie, qui est beaucoup plus courte, je suis sûr. La durée-nombre de Bergson s'oppose par conséquent à la durée sans nombre de Jankélévitch, dans l'exacte mesure où elle permet d'expliquer ce que la durée de Jankélévitch ne peut que décrire. Certes, la description de Jankélévitch est une description éclairée, pensée, qui requiert d'écarter le voile spatial qui recouvre notre expérience vécue. Mais elle ne peut atteindre le stade de l'explication car il lui manque le nombre. Le cas du paradoxe d'Achille est archétypal pour nous sur ce point. C'est pourquoi la philosophie de Jankélévitch ne peut méthodologiquement pas ressembler à celle de Bergson. Seule une dimension numérique de l'être peut expliquer de quelle façon Achille rejoint la tortue, mais aussi de quelle manière une intensité se forme par la réunion d'un plus ou moins grand nombre d'éléments, ou encore de quelle manière les degrés de contraction, de dilatation, de détente rendent une conscience plus ou moins créatrice. Tout ça sont des notions bergsoniennes. Il ne s'agit pas d'une simple différence entre une philosophie de la description et une philosophie de l'explication. Il faut en effet se souvenir de la thèse latine de Bergson, rédigée parallèlement à l'essai sur les données immédiates de la conscience. Dans celle-ci, Bergson reproche explicitement à Aristote d'avoir enseveli la question de la divisibilité du mouvement à l'aide des notions d'acte et de puissance. Ne pas rendre les moments du temps réellement divisibles et sommables, faire de leur addition une addition en puissance, revient fatalement à renoncer à toute explication autre que qualitative. C'est pourquoi les objets se meuvent, comme s'ils étaient animés d'une volonté de reprendre tel ou tel lieu chez Aristote. L'animisme éclairé d'Aristote est la conséquence directe de son incapacité à résoudre les paradoxes de Zénon. L'animisme éclairé d'Aristote... Je reprends. L'animisme éclairé d'Aristote est la conséquence directe de son incapacité à résoudre les paradoxes de Zénon, sans supprimer toute possibilité... Excusez-moi, je reprends. L'animisme éclairé d'Aristote est la conséquence directe de son incapacité à résoudre les paradoxes de Zénon, sans supprimer toute dimension numérique dans l'être. Si mes élèves me voyaient lire comme ça. La découverte de la durée par Bergson n'est rien d'autre que la possibilité d'échapper à de telles impasses. Restituer à l'être sa dimension numérique offre le moyen à Bergson de s'opposer au dynamisme d'Aristote, et implicitement à tout dynamisme contraint de renoncer au nombre, à l'instar de celui de Jankélévitch. Ne pourrait-on pas conclure que derrière la différence entre Jankélévitch et Bergson, entre une philosophie de la description fondée sur un réalisme du mystère et une philosophie de l'explication fondée sur la durée-nombre, ne se joue pas un problème philosophique précis et profond, celui de la possibilité de concilier le temps et le nombre? En résumé, ce problème n'est-il pas le problème philosophique qui sépare Jankélévitch et Bergson? Telle est la thèse que nous soutenons ici.
Cette opposition sur le concept de temps explique en grande partie les directions divergentes prises par Jankélévitch et Bergson, et en particulier la prédominance du concept d'instant chez Jankélévitch, par opposition à celui de la mémoire chez Bergson. En effet, Jankélévitch n'écrit-il pas dès 1928 toujours que toute explication est spatialisation. Au regard de son interprétation de la philosophie bergsonienne, c'est-à-dire de son occultation de la dimension numérique de la durée, il a d'ailleurs sans aucun doute raison. On ne pourrait lui reprocher son manque de rigueur philosophique. Si le temps est sans nombre, seule une description éclairée du réel demeure pensable. Seul l'instant en tant que résultat d'une activité mystérieuse reste pensable, puisqu'il devient impossible de saisir de quelle manière exacte le passé pénètre plus ou moins le présent. Son interprétation de la durée bergsonienne invite déjà Jankélévitch à participer activement et à sa manière tout aussi subtile que profonde à cette figure de l'instant qui est une des caractéristiques de ce moment de l'existence des années 30 aux années 60, mise à jour par Frédéric Worms. Jankélévitch reste donc le nom d'un bergsonisme dénumérisé. Historiquement, seul ce bergsonisme sans nombre a été loué, critiqué, discuté par les philosophes du XXe siècle. Autrement dit, l'influence et la reconnaissance de Jankélévitch a été considérable, et de loin supérieure à l'idée qu'il s'en faisait, puisque, pour ainsi dire, les philosophes ont discuté de son concept de temps et non de celui de Bergson. C'est pourquoi on peut se demander, en guise d'ouverture d'autres recherches, si le nom Bergson n'a pas été au XXe siècle, en un certain sens, le pseudonyme de Jankélévitch. Mon entendement de tortue, la conclusion me rassure. J'étais affolée par le départ, mais je suis rassurée par votre conclusion. Et j'admire la tournure d'esprit qui est très jankélévitchienne. Bon. Alors, on pose tout de suite les questions. Oui ? Oui. Et si vous voulez, donc demander si on peut introduire la distinction entre nombre montant et nombre dans cette car c'est comment si on peut appliquer. Donc, si vous avez parlé de nombre, mais ça se rend nombre obscur, comme titulaire. Alors, moi je ne parle pas de nombre obscur, de nombre clair. Pour moi, le nombre dans la durée de Bergson est clair. Enfin, peut être clair ou peut être obscur. Il peut avoir cette double dimension. En fait, les unités du nombre chez Bergson peuvent soit être confuses, c'est-à-dire comme dans une sensation où vous ne voyez pas les vibrations de lumière, ou soit elles peuvent être en partie visibles. C'est-à-dire dans une mélodie, vous percevez les notes, par exemple, vous ne les voyez pas toutes mélangées comme dans la sensation de rouge. Donc en fait, je dirais que pour reprendre ce que vous disiez sur la différence, donc, si je comprends bien, c'est la différence entre le puissant et l'acte, mais je peux me tromper, mais en partant de cette idée, pour bien vous répondre, on ne pourrait pas dire que chez Bergson, le nombre est en puissance. Au contraire, enfin, tout ce que je voulais montrer, c'est que le nombre n'est pas en puissance, il est en acte chez Bergson, c'est-à-dire que la durée est un nombre spécial qui n'est pas un nombre mathématique. D'ailleurs, Bergson en avait tout à fait conscience que ce n'était pas un nombre mathématique, mais ce n'est pas un nombre en puissance. D'ailleurs, je pense que la différence avec Jankélévitch, c'est que Jankélévitch admettrait tout à fait, par exemple, que le nombre en puissance existe. Jankélévitch n'est pas quelqu'un qui rejette comme ça les nombres, mais pour lui, il n'existe pas en acte, il n'existe pas dans le réel, ce sont des fictions. Voilà. Oui. Frédéric. Oui, merci pour l'exposé que je trouve comme toujours très, très important par sa réhabilitation d'un aspect méconnu de Bergson, l'aspect de ce que j'appellerais plutôt la quantité, l'intensité, de là où des durées. Effectivement, le pas d'Achille est plus grand que celui de la tortue, comme la durée de l'esprit humain est plus intense que celle de la matière et moins que celle de l'univers divin, etc. Donc, voilà. Donc, mais j'aurais une double question à la suite de l'exposé qui a remarquablement concentré ces analyses. Et la première question, c'est sur Bergson. Est-ce qu'il faut quand même parler de nombre ? C'est vrai que dans l'essai, il y a ces expressions, plus ou moins grand nombre, il dit aussi masse indistincte, etc. Dans Matière et mémoire, c'est plus les degrés de tension et d'extension. Il dit par exemple, nos actes s'étendent plus ou moins, de façon plus ou moins grande. Je ne sais pas, il faudrait reprendre d'ailleurs, s'étendent plus ou moins peut-être, il dit, dans la matière. Donc il y a une extension
dans l'espace corrélative du degré de tension dans la durée, dit-il, de chaque être, au fond. Alors la question c'est, on peut dire non, bien sûr, mais on est obligé de distinguer deux sens du nombre, comme on est obligé de distinguer deux sens de un sens extensif et un sens étendu, comme dit Bergson, distinguer l'étendu et l'extension, l'étendu une fois étendu qui va être spatialisable et l'étendu tendu. Bon, enfin, c'est tout. Donc, ma question c'est, au fond, quand même, est-ce que ça ne revient pas à distinguer deux concepts de multiplicité et deux types d'unités aussi? Qu'est-ce que ça change profondément de... Pourquoi l'insistance que vous avez de garder le mot de nombre est-elle susceptible de changer quelque chose par rapport aux deux concepts de multiplicité que Bergson distingue, que Deleuze reprend, au concept dont il faudrait suivre la transformation successive, et le problème avec le langage, en effet, avec le mot de nombre, avec le mot d'extension, enfin, bon, et ainsi de suite jusqu'aux deux sources. Hein. Bon. Ça, c'est ma première question, donc pour moi, le problème est très profond, l'enjeu est majeur, hein, c'est reconnaître une réelle extensivité, une dimension quantitative de la durée qui n'est pas seulement qualitative et matérielle et insaisissable, bon, et donc qui constitue des durées et non pas une seule durée. Ça c'est très très important, mais pourquoi le mot nombre est-il si important dans cette question importante? Ça m'échappe un tout petit peu. Et la deuxième question, c'est, j'ai trouvé très belle la fin, moi aussi, avec l'intuition que ça explique une différence de fond entre Bergson et Jankélévitch, mais est-ce qu'elle porte sur l'instant, ce qui est possible, ou bien aussi sur ce qui a été souligné dans les exposés de Laure Parias et de Philippe Grosjean notamment, c'est-à-dire cette insistance dans le temps uniquement sur l'irréversibilité. Avec, au fond, c'est vrai, mais c'est vrai que ça rejoint la question de l'instant, une sorte de méconnaissance, enfin pas de méconnaissance, mais de choix tranché contre ce qui, dans le mot durée lui-même, est aussi intéressant que l'irréversibilité, c'est-à-dire la conservation, l'épaisseur, la constitution pourtant sur laquelle Jankélévitch insiste beaucoup, d'une totalité organique. D'ailleurs, on pourrait dire que l'objection vaut contre la philosophie de Jankélévitch, mais moins contre son interprétation de Bergson, parce que, quand même, dès le départ, c'est totalités organiques, totalités indivisibles, et là, on retrouve quand même cette saisie de l'épaisseur, de la durée. Il voit très bien que la mélodie est une totalité. Il ne dit pas nombre, mais enfin, quand même. D'ailleurs, c'est une question que j'aurais pu poser à Philippe Grosjean tout à l'heure, mais je m'arrête là, c'est qu'effectivement, chez Jankélévitch, je vois bien l'idée de totalité quand même, mais chez Bergson, totalité organique, c'est vraiment son concept premier, la première page du livre sur Bergson. Bon, je vous remercie pour ces questions, ça me donnait l'occasion de clarifier, c'est beaucoup de points que je n'ai pas pu, j'ai essayé de condenser énormément de choses dans cet exposé. Alors pour ce qui concerne mon usage délibéré, c'est vrai que j'utilise depuis ma thèse en fait sur cette question. La première question, au début je voulais appeler ça quantité. Ouais. Et j'ai renoncé parce que je me suis rendu compte que jamais Bergson n'utilisait le terme quantité. J'ai pris toutes les occurrences et jamais n'utilisé le terme quantité en un sens autre que spatial. Et ça m'a posé une question. Mais par contre, j'ai trouvé le mot nombre. Et ma volonté de conserver le mot nombre a été de me dire, ça sera le meilleur moyen aussi de montrer l'intérêt de cette question. C'est-à-dire, en disant d'entrée de jeu, la durée est un nombre, je me suis dit, au moins ça va interpeller les spécialistes de Bergson, puisque moi-même, cela m'a beaucoup interpellé quand je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que quand je m'en suis rendu compte, je pensais que la durée n'était sans nombre. Voilà, que Bergson ne possédait pas du tout de nombre. Dimension numérique. Alors du coup, ça pose la question, si on est plus légitime, plus proche de la terminologie de Bergson, je dirais que par la suite, dans l'exacte mesure où ce n'est plus simplement un nombre pensé comme dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, où c'est un nombre compensé par analogie, si vous passez cette expression, avec un nombre arithmétique, c'est-à-dire un multiple d'unité. À partir de matière et mémoire, je dirais que c'est plutôt pensé sous la forme d'un rapport. C'est la question en fait des rapports de grandeur. Avec cette idée qui est clé, l'idée de dire à la surface d'une conscience, il n'y a qu'un certain nombre d'objets qui peuvent devenir visibles à cause de leur durée. Donc un rapport entre une grandeur totale qui est la grandeur de temps de l'état de conscience et la somme et la quantité le nombre d'éléments qui peuvent devenir visibles au sein de cette grandeur. Donc on a un rapport entre une grandeur maximale et des grandeurs qui
du fait même qu'au bout d'un moment elles deviennent trop nombreuses, ne peuvent plus toutes s'intercaler, et donc c'est là où commence la confusion. Alors, du coup, ça permet à Bergson de définir ce qu'il appelle la notion de degré de dilatation, degré de détente, degré de contraction, ainsi de suite. Et ma volonté, c'était de dire, si on souhaite comprendre tout ce qui est l'opération comme le cône, tout ce que sont les degrés de dilatation, si on en reste qu'à une vision qualitative, on me dira simplement il y a des sensations d'accroissement, par exemple. Mais on ne pourra jamais dire il y a accroissement de sensations. Alors ce que je voulais montrer, c'est que pour Bergson, il n'y a pas accroissement de sensations au sens d'un accroissement de sensations de type spatial, mais il y a effectivement un accroissement de sensations, et c'est ce qui permet justement les franchissements de seuils qualitatifs. Voilà. C'est pour ça que je trouvais important, et je dirais pareillement pour la figure du cône, je trouvais très important de revenir au nombre pour expliquer le détail, j'ai envie de dire, de la philosophie de Bergson, c'est-à-dire toutes les petites articulations qui permettent de rendre intelligible la figure du cône directement, sans passer par... sans rester à cette vision purement qualitative, celle que nous habitue Deleuze, qui à des moments nous empêche de comprendre ces degrés de dilatation. D'ailleurs, ce qui fait que Deleuze à la fin confond la détente et la dilatation, par exemple. Très clairement, il fait du plan de la matière un plan de dilatation. Alors que pour Bergson, la dilatation c'est la base du cône, mais la matière c'est un plan de détente. Il confond dilatation et détente. Et ce type de choses, pour moi, me semblait, provenait du fait que, comme on a resté à une vision purement qualitative, ça ne permettait pas de voir ce type de détails. Donc c'est pour ça que presque pour moi-même, j'ai envie de dire, je me suis accroché au nombre. C'est-à-dire, ça m'a permis de ne pas céder à la tentation du retour au qualitatif. J'avais tellement été habitué par la lecture de Jankélévitch et de Deleuze à voir la durée de Bergson de cette façon que j'avais peut-être besoin de ce réveil permanent qu'utilisait ce mot. Voilà. Mais c'est vrai, je dirais pour juste la deuxième question, mais je crois que ça recoupe. Je vais essayer de faire vite, c'était une question difficile. Au niveau de la réversibilité ou de l'instant, j'ai l'intuition que chez Jankélévitch, c'est pour ça que je suis content que vous ayez vu que j'ai vraiment une très haute estime pour le philosophe. J'ai été rassuré. Voilà, pas uniquement parce que c'est quelqu'un qui a une écriture même s'il se plante de temps en temps. Mais pour le philosophe, je suis quelqu'un de meilleur philosophe que mathématicien. Mais excessivement admiratif de ce qu'il a. Et puis je pense que les interventions qu'il y a eu ici, il suffit de le montrer. Mais je me dis que pour la même raison que l'instant chez Jankélévitch, que le fait qu'il ne soit pas intéressé à ces dimensions numériques de la durée bergsonienne l'invite, je ne dirais pas que c'est une conséquence directe, je ne dirais pas dire il y a une durée standard chez Jankélévitch, donc il s'intéresse à l'instant. Je dirais que c'est une invitation du fait même que, à cause de ce que j'expliquais à la fin, que l'explication devient beaucoup moins première. Bergson, pour expliquer tout ce qu'il explique, il utilise des degrés de dilatation, des états de contraction, donc il utilise tout l'appareil de la durée non pour procéder à toutes ces explications. À partir du moment où vous ne l'avez pas, je trouve ça tout à fait logique, c'est pour ça que je trouvais ça très profond, d'être plutôt tenté à aller vers une philosophie de l'existence, et donc du coup l'irréversibilité, comme justement quelque chose qui concerne directement la question de l'instant de l'existence, qui ne concerne pas du tout le nombre, ça me paraît, je ne dirais pas logique, mais en tout cas ça me paraît une raison philosophique tout à fait valable de se tourner vers ce type de perspective, et pourquoi à mon avis Jankélévitch s'intéresse-t-il à l'irréversibilité? Parce qu'il ne s'intéresse pas à la dimension numérique de la durée. Ouais. Et quand vous parlez de seuil qualitatif, ça me fait penser au saut qualitatif. C'est très important. C'est Jankélévitch, ça avait l'origine, peut-être, comme il n'a pas intégré le nombre, mais il a intégré le saut. Oui, complètement. Il a carrément des sauts qualitatifs. Alors, Jean-Michel, je crois. Oui, j'ai essayé d'aller assez vite. Mon collègue et très aimable ami Élie Turing m'a soumis à une surdose de réflexion sur les paradoxes éléatiques au cours de 2 années de cours connus ensemble. Et à la suite de ça, j'ai été dans des jurys de mémoire où la chose revenait. Donc, ce truc bourdonne dans ma tête. Ça me parle un peu senti. Donc, au fil de tout ça, et on a beaucoup discuté de Bergson, et en particulier ce que vous venez de me rappeler, et donc moi j'ai envie de dire que ce que vous avez discuté, d'une manière tout à fait saisissante et qui nous a tous excités, cette hypothèse d'un Berkélévitch symétrique du Wittgenstein. Donc, les deux choses que ça m'évoque en moi, ces 2 difficultés que j'ai par rapport à Bergson, sont des difficultés malheureuses parce que je vois très bien qu'il n'y aura jamais aucune réponse
que ça fait partie en fait de la bonne lecture, probablement de passer outre ces difficultés. Mais votre construction, elle les réveille, donc je veux juste les formuler. La première, c'est que il y a un problème du fait que la multiplicité qualitative soit une multiplicité. Je l'ai déjà dit après l'exposé de Massumi. Moi, je ressens un problème, il y a une sorte de problème catégoriel. On a l'impression que la façon dont la multiplicité qualitative est décrite dans l'opposition à la multiplicité spatiale et quantitative, que ça tue quelque part le concept même de multiplicité. Alors, non d'après personne, mais je pense que le fait que vous vouliez retrouver le nombre malgré tout dans la multiplicité qualitative, c'est un symptôme de ce que je dis. J'ai l'impression que vous donnez raison à cette espèce de sentiment de résistance opiniâtre et que je ne peux pas contenir. En fait, je ne suis pas sûr que j'ai cette multiplicité. Donc, il y a cet aspect-là. Hein. Et le deuxième aspect, c'est lié à cette histoire d'explication. Votre mise en place sur, chez Jankélévitch, description, chez Bergson, explication, et ça c'est conséquence du fait qu'on a admis le nom, c'est très impressionnant, c'est très convaincant. Mais alors justement, si c'est une explication, le nombre qu'il y a dans la durée, et si c'est une explication en plus que Achille rejoint la tortue, là la réaction du mathématicien c'est est-ce que ça peut être une autre explication que la solution des quotients du premier degré, quoi. C'est ça qui est très difficile à croire. Bon, et c'est relié à des éléments de votre analyse où vous essayez d'expliquer que la multiplicité, que le nombre qualitatif, c'est le nombre d'une distinction qui est qualitative. Et à ce moment-là, vous dites distinction entre les pas d'Achille et les pas de la tortue. Mais le nombre de la durée du parcours d'Achille doit être un nombre qualitatif qui roule sur une distinction, qui est une distinction des longueurs de pas d'Achille qui sont eux-mêmes et qui semblent quantitatives, justement. Et la réponse par la solution de l'équation, elle assume cette numéricité de chacune des deux courses. Et voilà, ma résistance, c'est j'arrive pas à comprendre qu'on puisse imaginer une explication par le nombre qualitatif qui ne soit pas soit la répétition mimétique en fait de la construction quantitative du continu de l'ensemble, soit quelque chose qui ne tient pas. C'est ça ma difficulté. Et je couronne ça par finalement le dernier mot de ce problème d'interprétation, qui est que c'est sur le rapport entre le continu qualitatif de Bergson et le continu mathématique, parce que si ça s'applique à l'affaire de l'Achille, on a quand même l'impression que c'est le même objet quelque part, et moi j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'incroyable dans le fait que ça ne soit pas le même objet. Et pourtant, comme je le remarque toujours, Hermann Weyl est d'accord avec Bergson. Hermann Weyl dit « Bergson nous a bien expliqué que l'essence du continu est hors mathématique ». Donc Hermann Weyl a l'air de tenir pour acquis que la construction du continu de Cantor et de Kings n'a forcément rien à voir avec ce dont parle Bergson. Et moi, je sais pas, je trouve que c'est rationnellement très très difficile. Alors, je ne sais pas par où vous prendre. Je suis obligé de faire un peu d'histoire pour faire ça. En fait, Aristote avait déjà perçu la difficulté dans la physique. Au livre 6, il fait une sorte de première réponse mathématique de ce que la mathématique de son temps pouvait faire. C'est-à-dire, il ne possédait pas le concept de transfini, il ne possédait que le concept d'illimité. Alors, je vais essayer d'aller vite, mais je sais que M. Sansky comprend bien ce que je dis. Comme il fait, en gros, il montre qu'on peut penser l'espace comme le temps. Ça, c'est sa démonstration au livre 6. On peut penser l'espace comme le temps, c'est-à-dire que le temps peut se diviser de la même manière que l'espace. Donc, on peut mettre en correspondance les parties de temps et les parties d'espace. Et de cette façon, il n'y a par exemple que l'intervalle que parcourt le mobile soit un intervalle qui grandit indéfiniment. Voilà. On peut penser ce qu'il appelle un infini dans la division. Ça ressemblerait beaucoup à la solution de mathématiques d'aujourd'hui, non pas au sens de l'appareil mathématique qui n'a plus rien à voir, mais au sens de l'idée qu'effectivement un infini peut être fini. Par contre, au livre 8, et c'est là où c'est très intéressant, parce que ça annonce ça annonce la raison pour laquelle Bergson n'a pas été convaincu par la socio-mathématique. Ce qu'il dit au livre 8, Aristote, c'est oui, mais ça pose un autre problème, cette réponse, c'est finalement comment fait-on pour arriver à la fin? Si le nombre de... c'est pareil pour les pas de la tortue ou la dichotomie sur ce point. Pardon, je vais très vite. Oui. C'est la question de l'énumération en fait. Si on veut être à 6 heures aux ombres blanches. Bon, bah alors... Vous discuterez de ça après les ombres blanches, hein, c'est une possibilité. Je crois qu'on va passer au deuxième exposé parce qu'on est attendu et après les ombres